Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir Monsieur Dieudonné Moinzé, membre du Conseil national du PPRD et communicateur de la majorité présidentielle. Monsieur Dieudonné Moinzé, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Bonsoir Madame Nicole, merci pour votre invitation, je vais très bien. Ok, Monsieur Dieudonné Moinzé, je sais que vous êtes connu, vous êtes un visage connu sur la scène politique, mais n'empêche, j'aimerais quand même que vous puissiez parler de vous, question de vous faire connaître devant nos jeunes téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et qui ne connaissent pas vraiment Monsieur Dieudonné Moinzé. Qui est Monsieur Dieudonné Moinzé en réalité? Non, je crois, madame, nous allons prendre peut-être l'aspect qui intéresse vos téléspectateurs, hein, c'est-à-dire le but qui nous amène dans votre émission, c'est-à-dire l'aspect purement politique. Dieudonné Moinzé, c'est un membre du Conseil national du PPRD, vous veniez de le dire. Dieudonné Moinzé, c'est un communicateur important de la majorité présidentielle, la MP. Mais Dieudonné Moinzé, c'est député national aussi honoraire du mandat 2006-2012. Donc, nombreux m'ont connu d'ailleurs quand j'étais au Parlement. Ils savent ce que nous avions abattu à son temps comme travail pendant cette législature qui en principe était la première de la Troisième République. Donc je crois que c'est ce qui peut intéresser vos téléspectateurs, mais il faut peut-être rajouter encore que Dieudonné Moinzé est toujours actif en politique. Je reste cet opérateur politique, cet acteur politique important de la majorité présidentielle et de temps en temps nous répondons à vos invitations pour éclairer l'opinion. Donc nous n'avons pas cessé de caresser ce rêve toujours de rester acteur en politique. Ok, merci pour cette petite présentation. Monsieur Dieudonné Moinzé, on connaît enfin le candidat de Joseph Kabila à la présidentielle. L'attente était trop longue quand même, hein? Oui, il faut avouer que l'attente était très longue et que le suspense était aussi très long. Ça fait plusieurs mois, si pas plusieurs années, que beaucoup de gens ont parlé de cette candidature. Et les gens ont pronostiqué dans tous les sens. Nous avions parlé autrefois des procès d'intention, personne ne nous a cru. Mais on se rend compte depuis hier mercredi que réellement il s'agissait d'un procès d'intention. C'est-à-dire que tous ceux qui attendaient la candidature de Joseph Kabila, qu'ils ont qualifié de troisième candidature ou d'une candidature pour un troisième mandat, ils se rendent compte que Joseph Kabila est resté logique avec lui-même, il est resté constant. Et Joseph Kabila a respecté sa parole. Nous l'avions toujours dit et nous le disions chaque fois que Joseph Kabila c'est un acteur politique exceptionnel, un monsieur qui tient toujours sa parole et lorsqu'il a parlé, il agit. Mais nombreux ne nous ont pas cru, y compris même des serviteurs de Dieu qui ont déclaré que Joseph Kabila avait les intentions cachées de pouvoir se présenter pour un troisième mandat. Mais finalement, c'est Joseph Kabila qui est resté constant, a dû démentir à la face du monde tout ce que les gens parlaient, même la communauté internationale. Et il a prouvé que, comme il le disait tous les jours, qu'il est resté respectueux de la Constitution, du premier article jusqu'au dernier article, y compris les articles 70 et 220 de la Constitution, il est resté constant et il l'a prouvé hier. Mais curieusement, et là il faut le dire, tous ceux qui avaient fustigé le soupçonné comportement de Joseph Kabila de vouloir briguer un troisième mandat ne sont pas courageux pour féliciter Joseph Kabila. Et je l'ai entendu timidement de la communauté internationale, notamment de la France, même si quelque part le fond était un mea culpa quant à ce qui concerne l'ingérence dans les affaires domestiques de la République démocratique du Congo. Mais nous l'avons entendu timidement également de la Belgique, Herman Cohen aux États-Unis ou en Belgique où il est aujourd'hui, il a semblé en parler, mais nous aurions voulu qu'on félicite. Nous voulions que les gens reconnaissent cette façon d'honorer sa parole. Ce qui n'arrive pas à beaucoup d'acteurs politiques. Donc le discours de Joseph Kabila, c'est un discours oui, d'au revoir, tout à fait. Les gens n'ont pas Ce qui n'arrive pas à beaucoup d'acteurs politiques congolais et même africains, même à travers le monde. Nous en connaissons. Et même avoir un dauphin, c'est une première fois. Non, c'est-à-dire pratiquement ça entre dans le panthéon de l'histoire congolaise pour que les gens comprennent que pour une fois, nous avons quelqu'un
qui accepte de laisser le pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Tu peux être de la majorité ou de l'opposition, mais moi j'aurais voulu que ce soit quelqu'un de la majorité comme son dauphin actuel, mais c'est quand même une passation civilisée de pouvoir qui va se passer, et je crois au début de l'année 2019, avec quelqu'un qui n'est pas Joseph Kabila. Mais Dieudonné Moïse, croyez-vous que pour désigner les dauphins, ou Emmanuel Shadari, qui est les dauphins, il aurait fallu le faire le dernier jour du dépôt des candidatures, vraiment, Madame, avant de placer un commentaire par rapport à cette opportunité que l'on peut appeler retard, il faut que je profite de votre micro pour d'abord féliciter très sincèrement le camarade secrétaire permanent, l'honorable Emmanuel Ramazan Shadari, pour la confiance bénéficiée du chef de l'État, pour que le choix soit porté sur sa personne. Et nous connaissons qu'il s'agit d'un choix judiciaire, puisque nous connaissons la personne de Shadari, mais aussi remercier vivement le chef de l'État pour ce choix. D'abord pour cet altruisme de pouvoir s'oublier lui-même seul, puisque les gens pensaient qu'il va se représenter. Déjà ça c'est un courage, il faut savoir le remercier, mais aussi pour le choix porté sur un de notre camarade, un de nos camarades notamment. Oui, il faut remercier, puisque beaucoup ne s'attendaient pas à ça. Tout simplement respecter parce que le mandat c'est bon. Non, c'est bon, et il faut le remercier puisqu'il a dribblé pratiquement les attentes de beaucoup. D'abord, les gens pensaient que ça serait lui-même, mais très peu aussi pensaient que ça serait Shadari. Donc, il faut comprendre que le choix qui est opéré aujourd'hui mérite qu'il y ait des remerciements à l'endroit du chef de l'État et des félicitations à l'endroit de celui qui a été désigné. Mais vous dites, cette désignation, est-ce qu'il fallait attendre que ça soit seulement hier ou quoi? Vous savez, nous l'avons toujours dit à toutes les occasions. Gens passaient des nuits blanches. Nous l'avons, oui, mais ça montre, madame, quel suspense. Ça nous faisait plaisir. Ça nous faisait plaisir. Et nous avions compris que la majorité présidentielle et le Front commun pour le Congo étaient des plateformes importantes dans le microcosme politique congolais, puisque tout le monde était pratiquement scotché pour savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est une première en Afrique, parce qu'on n'a jamais vu ça. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire nous avons droit aussi à la différence. C'est ça être acteur politique important. C'est-à-dire il faut aussi qu'à un certain moment dans l'histoire, on marque la différence. Et le FCC avec la majorité présidentielle ont marqué la différence. Avec Joseph Kabila, son autorité morale, pour dire il faut que l'on agisse là où les Congolais nous attendent le moins possible. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je crois que ça fait la fierté pour dire que ce n'est pas un retard, ça il faut le dire. Je crois que c'est l'opportunité. Et nous avions dit qu'il faut saisir la balle au bon. Vous savez, désigner un dauphin ou un successeur à un poste important comme celui du président de la République, je crois que ce n'est pas un jeu. Nous connaissons l'importance des jeux politiques. Ce n'est pas aussi un jeu comme tout autre jeu du monde. Donc il faut savoir mûrir le raisonnement convenablement. Il faut savoir prendre tout le temps possible et la responsabilité qu'il faut pour que le choix soit celui qui est attendu par notre peuple. Je crois que c'est ce qui a été fait par Joseph Kabila. Mais pour vous personnellement, quelle peut être la raison d'avoir caché pendant longtemps ce qui a fini par se voir une raison? On doit quand même avoir une bonne raison de cacher. Une raison purement stratégique. Mais et vous savez, depuis hier d'ailleurs, lorsque nous avons sorti ce candidat, mais nous avons on savait que ça allait se savoir, mais vous avez gardé longtemps jusqu'au dernier jour. Mais nous voulions aussi créer ce suspense. On veut avoir une raison. Non, la raison importante, et je ne vous surprends pas madame, nous voulions aussi savoir quelle est l'attitude de notre peuple qui est le lecteur principal vis-à-vis du candidat que nous allons présenter. Mais vous savez, quand vous êtes ignoré par ces souverains primaires, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous attendre à quelque chose. Mais tel que nous avons attendu, tel que nous avons entendu également de notre peuple, nous nous rendons compte que notre candidat était réellement attendu. Et ce comportement était important à pouvoir être capitalisé politiquement. Mais aussi nous pensions qu'il ne fallait pas livrer notre candidat en pâture. C'est-à-dire se précipiter comme si nous étions dans une danse folklorique ou dans un match de spectacle et présenter un candidat sans pouvoir mûrir le raisonnement. Donc c'est ce que nous avons fait. Mais dans l'opinion, on estime que la raison était dans le fait que Joseph Kabila ne voulait pas lâcher prise. Et que
comment la pression était forte. Mais le procès d'intention, c'est ce que nous versons dans les procès d'intention. Cela n'est pas votre avis? Oui, non, ce n'est pas mon avis, puisque ça c'est encore le procès d'intention. Ces procès qui ont commencé depuis plusieurs mois et plusieurs années, où on pense toujours que Joseph Kabila est en train de caresser le rêve de revenir à un troisième mandat. Mais on s'est rendu compte qu'il est resté intact. Puisque si vous voulez dire ça, ça ne se justifie pas. Ça fait 2 ans que Joseph Kabila promettait toujours qu'il ne va pas se représenter et qu'il va respecter la Constitution. Donc pendant tout ce temps-là... Non, il disait toujours qu'il va respecter la Constitution, mais non dire qu'il ne va pas se représenter. Mais respecter la Constitution, ça veut dire quoi? Mais c'est ça, mais le genre, la population voulait que Joseph dise que non, mesdames et messieurs, je ne veux pas, même lors de son discours, nous l'avons dit. Il fallait qu'il le dise, que je ne peux pas me représenter, qu'il y aurait quelqu'un d'autre. Nous l'avons dit, madame. Peut-être qu'il était en train de tâtonner pour avoir un dauphin. Non, il ne tâtonnait pas. C'est-à-dire, vous savez, l'homme... Parce qu'on a parlé des Matata Pogno. L'homme a son éducation. L'homme a son éducation. L'homme a sa manière d'agir. Et l'homme a sa manière de parler. Mais beaucoup de gens attendaient que Joseph Kabila prononce de sa bouche ce qu'eux veulent entendre. Ce qui n'est pas vrai. Et à maintes reprises, il a dit la même chose que ce qu'eux attendaient. Mais ils n'ont pas voulu le comprendre. Vous savez, c'est ça le drame de notre classe politique. Il a utilisé le langage codifié. Non, pas le langage codifié, c'était beaucoup plus clair. Mais les gens, c'est ce que je disais, le malheur de notre classe politique. C'est-à-dire de vouloir mettre ces paroles, donc les paroles de la classe politique, mettre ça dans la bouche d'un acteur politique important comme Joseph Kabila. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. À maintes reprises, il l'a dit. Je venais de le dire tout à l'heure. Il dit qu'il va être respectueux de la Constitution du premier article jusqu'au dernier. Mais les gens disent non, il n'a rien dit. Il n'a rien dit comment, puisque l'article 70 est dans la Constitution, l'article 220 est dans la Constitution. Non, parce qu'il y a des gens de la majorité qui disaient que le candidat c'est Joseph Kabila. Je vais revenir sur ça. Je vais revenir sur ça. Mais dernièrement au Congrès, il a dit la même chose. Il lui dit je réitère mon engagement de respecter la Constitution sans équivoque. Mais les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, puisque les 2 articles 70 comme 220 sont contenus de cette constitution. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, lorsque vous dites les gens ont cité Matata, ont cité tel, ont cité l'autre, mais c'est normal dans une famille. Lorsque l'on parle d'une succession, on parle d'un choix de quelqu'un, on ne peut pas parler d'une personne, sinon ça serait trivial. Ce n'est plus un choix lorsqu'il y a une seule candidature. C'est vrai que tous ces gens sont des personnes valeureuses. Tous ces gens que on a cités sont des personnes valeureuses. Et à la majorité présidentielle comme au FCC, il y a beaucoup de compétences. Ça veut dire que parmi les compétences, il y a toujours une qu'il faut choisir. Puisqu'en principe, on ne peut pas désigner plusieurs candidats à un seul poste. Donc c'est ce qui a été fait. Et je crois qu'il y a de l'altruisme dans le chef de tout un chacun, la manière de pouvoir dominer ses propres ambitions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui comme enjeu politique. Et tous ces noms que vous avez cités existent. Il y en a même d'autres, puisque la liste n'est pas exhaustive. Et tous ces gens comprennent que les enjeux sont tels que nous pouvons d'abord, à ce moment, donner la chance à Emmanuel Ramazani Shadari et les enjeux politiques vont continuer. Et alors, lorsque vous dites que, il y avait dans la classe politique et surtout dans la majorité les gens qui parlaient d'une possibilité de Joseph Kabila de pouvoir se représenter, je crois que c'est ça la démocratie, nous l'avons toujours dit. Il faut laisser la démocratie respirer. Cette démocratie qui a connu l'impulsion de Joseph Kabila, il faut le reconnaître, doit continuer à respirer. Vous seriez d'accord? Non, c'est-à-dire quoi? Moi personnellement, j'ai un point de vue par rapport à cela. Pourquoi? Puisque je crois que nous étions en train d'analyser ça scientifiquement pour savoir que le droit lui-même tire comme principale source dans la jurisprudence et à travers l'Afrique, nous avons des cas de jurisprudence qui montrent que les gens ont épuisé les 2 mandats pour une raison évidente qui tient compte du droit et surtout du droit dans son originalité. Ils se sont représentés pour la 3e fois. Vous avez le cas du Sénégal avec Abdoulaye Wade, vous avez le cas du Burundi avec M. Pierre Nkurunziza. Mais nous avons dit que ça ne peut pas empêcher à quelqu'un de pouvoir se représenter puisqu'il y a un problème du droit qui se tient. Mais aujourd'hui, Joseph Kabila n'a pas voulu nous amener dans cette polémique. Comme je vous ai dit, c'est le sens d'altruisme. Quelqu'un dit
je préfère encore moi perdre et laisser les Congolais gagner. Et c'est ce qu'il a fait hier. Vous voyez qu'il y a un climat détendu partout. Les gens ont pratiquement... Bon, il y avait quand même la presse, comment les gens étaient sous tension. Hein. Oui, mais non, sous tension simplement... Ils ont même commencé à faire de provisions, dire que non, mais non, le 9, ce n'est pas la tension. Je crois que le terme qu'il faut dire, c'est que les gens étaient traumatisés. Par la classe politique congolaise et surtout par l'opposition pour dire si c'est Joseph Kabila, nous cassons, nous brûlons. Et les gens étaient traumatisés. Et comme vous savez, la sécurité, c'est d'abord le problème personnel de l'individu. Les gens se disaient, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Puisque la possibilité de voir Kabila revenir était toujours là. Mais Joseph, comme je vous ai dit, Joseph Kabila, qui tient compte de l'intérêt général, peut s'oublier par moment pour l'intérêt de la nation. Et c'est ce qu'il a fait hier. Merci. Et dans les réseaux sociaux, il y a une question qui revient. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Donc tout ce temps, ça veut dire donc beaucoup de temps pris au résultat peu convaincant. Donc Shadary serait un candidat de l'échec pour le FCC. Non, Madame Nicole, je crois qu'il faut des choses qu'il faut dire sincèrement. Et moi, je ne voudrais pas... Il y a plusieurs questions sur les réseaux sociaux là. Ça fait couler beaucoup d'encre. Je dis, mais c'est lui le dauphin. Mais c'est pas le dauphin, c'est un mini-frétin. Non. Ouais. Tout ça pour ça, dans tout ce temps-là. Hein? Le suspense, tout ça, quand il voit que non, oh non, mais c'est Emmanuel Shadary, ben, ils se disent, oh. Tout ce temps était nécessaire pour que nous puissions avoir un candidat attendu ou dont le profil est attendu par notre peuple, comme Ramazani Shadary. Je crois que personnellement, comme acteur politique congolais qui est avisé, je ne peux pas attendre de la classe politique congolaise, surtout de l'opposition actuelle, dire que Ramazani Shadary est un bon profil. Ça, vous n'attendrez pas, madame. Ces gens-là, ils sont ce qu'ils sont. Moi, je ne parle pas de l'opposition. Il y a la population aussi qui... Ça vient de l'opposition. On a eu à faire un baladeur, un micro-baladeur quand même dans ma rédaction. Oui, mais... Ce micro, vous êtes tombé où? Je crois que si vous êtes tombé sur un échantillon naître et pris au hasard, vous vous rendrez compte qu'il y a ceux qui disent oui à cette candidature et il y a ceux qui disent non. Et ceux qui disent non, généralement, vous ne savez pas leur appartenance politique. Ce sont des gens qui sont généralement de l'opposition, qui pensent qu'il faut manipuler l'opinion pour faire comprendre à cette opinion que Shadary ne peut pas passer. Mais nous vous disons, nous vous confirmons que le profil de Manuel Shadary, c'est le profil qui était nécessaire et c'est le profil que notre peuple devait attendre. Puisque nombreux parlent de Manuel Shadary, peut-être puisqu'il n'est pas cet agitateur politique comme ceux-là que nous connaissons à travers la ville de Kinshasa et ailleurs. Mais c'est un monsieur calme, c'est un monsieur dans la majorité tout à fait, c'est un monsieur qui a un cursus politique important. Puisque, peut-être pour votre information, pour l'information de vos téléspectateurs, ce monsieur a gravi beaucoup d'échelons politiques, en commençant par l'administrateur des territoires. Non, je ne parle pas de ce passé-là, je parle de son expérience politique. Il a commencé d'abord comme administrateur des territoires, comme nous les appelons les ATA, adjoints. Donc, avant de passer administrateur des territoires, avant de passer vice-gouverneur, gouverneur, et 2 fois élu comme député national, mais vous n'allez pas minimiser ça. Et aujourd'hui, nous parlons, c'est quand même un secrétaire permanent d'un parti politique important dans ce pays, qui est d'ailleurs le premier par rapport à son poids politique au Parlement. C'est le PPRD, il est secrétaire permanent. Vous pensez que ce monsieur-là ne pèse pas? Non, je vous dis, les gens vont être détrompés, puisque nous irons à des enjeux importants. Et les gens se rendront compte qu'ils ont eu beaucoup de prestige inutile et ils ont eu un complexe de supériorité inutile et qui se sont détrompés. C'est Emmanuel Shadary qu'il fallait pendant ce temps pour le FCC et pour la majorité présidentielle. Ah bon, mais vous personnellement, ne parlons même pas de la majorité, vous personnellement, pensez-vous vraiment battre les grosses légumes de l'opposition qui vont finir par se choisir un candidat commun? Quelles grosses légumes? Les grosses légumes. Nous avons Jean-Pierre Bemba, nous avons Félix Tshisekedi, nous avons Vital
Nous avons je sais que les gens que vous citez sont réellement des gens gros. C'est réellement des personnes grosses. Oui, c'est ce que je dis. Des gens que vous citez sont réellement des personnes qui ont des grandes tailles par rapport à Chadari. Non, pas de grande taille. Parce que, non, Chadari aussi a une grande... Oui, poids politique. Ouais. Non, le poids politique, Chadari a un poids politique important. S'il vous plaît, madame, je crois qu'il y a des choses qu'il faut dire clairement. Moi, personnellement, je ne vous surprends pas, je vous dis la vérité. Chadari va battre tous ces gens-là. Puisqu'en principe, nous sommes devant des échéances électorales qui tiennent compte de nos textes de loi. Et nos textes de loi, aujourd'hui, nous avons la Constitution qui prévoit un scrutin présidentiel à un seul tour. Et jusqu'hier, vous avez été informé, avant la clôture, que nous étions à plus de 26, autour de 26 candidats. Et si vous faites les calculs simples, ça veut dire que vous avez... Mais la CENI a dit 23. Hein? Oui. Ce matin, mais il y a des jetons qui ont été donnés. Il y a des jetons qui ont été donnés, donc ça ne peut pas nous surprendre d'aller même au-delà. On lui a même demandé de citer le nom des candidats, mais il a refusé. Je suis certain qu'il y a eu des jetons qui ont été donnés. Ça ne peut pas nous surprendre d'aller même au-delà. Donc nous pouvons même tendre à 30 candidatures. Donc ça veut dire que si nous prenons le chiffre de 26 qui a été avancé jusqu'à hier soir, ça veut dire que vous avez un seul candidat du FCC qui est Emmanuel Chadari Ramazani contre 25 candidats de l'opposition. Un candidat ou des candidats du FCC? FCC a un seul candidat. Et qui est Moulumba alors? Non, c'est ça que j'ai dit. Qui Moulumba l'a dit ouvertement. Le monsieur dit qu'il est allé en indépendant. Oui, c'est dit clairement. Donc pour le FCC, nous avons un seul candidat contre 25 candidats qui sont de l'opposition. Mais nous avons l'expérience électorale, madame. Et je crois que les communs des mortels, ils sont en train de suivre. Et ils savent bien que lorsque vous êtes à 25 candidats contre un seul, dans un scrutin à un seul tour, mais vous êtes battu. Puisque faites les calculs plus ou moins. Faites les calculs, vous vous rendrez compte que la majorité va aller vers une candidature et toute l'opposition va aller vers 25 candidatures. Jusqu'aujourd'hui, si nous parlons encore du chiffre de 26. D'accord alors pour ok, il y a cette possibilité que moi j'appelle toujours une possibilité impossible. Comment ça, de impossible? pouvoir Ils peuvent bien se mettre d'accord. Non, j'appelle ça impossible. Ils ont compris que non, ils ont été battus en 2011 parce qu'ils sont allés en ordre dispersé. Maintenant, là, ils vont se mettre d'accord. Madame, mais ils avaient déjà compris ça en 2011. On va assister à un match Barcelone contre Renaissance, hein, je vois. Madame, je vous dis ceci. Ils avaient déjà compris, ce sont des avertis politiques. Ils avaient déjà compris ça en 2011. Et d'ailleurs, l'appel était lancé à l'endroit de beaucoup pour qu'ils posent une seule candidature. Rappelez-vous de ce qui s'était passé. Je voudrais parler de ce qui s'était passé entre le vieux Etienne Tshisekedi, le défunt, paix à son âme, et Vital Kamerhe. Rappelez-vous. Mais aujourd'hui, vous pensez que ces réalités sont dépassées. Nous avons les mêmes réalités, mais elles deviennent même plus compliquées avec la présence de Mbemba. Donc, c'est vous dire que... Non, Mbemba a dit qu'il pouvait se désister. Hein. Il pouvait désister s'il n'était pas choisi. Madame, mais nous sommes en politique. D'ailleurs, Katumbi. Non, nous sommes en politique. Hors course. Nous allons revenir sur ça. D'ailleurs, nous sommes en politique. Nous sommes en politique. J'ai dit quelque chose par rapport à ce que vous avez dit. Nous sommes en politique. Monsieur Jean-Pierre Bemba, le sénateur, arrive. Il dépose sa candidature et il dit je suis pour une candidature commune. Je l'ai vu en contact avec quelques acteurs politiques importants. Et dès qu'il a terminé le dépôt de sa candidature, il s'est envolé vers la Belgique. Et je crois aujourd'hui il n'est en contact avec personne pour qu'il puisse arriver à cette concession. Je vous dis, il s'agit de la politique. Nous attendons, il n'y a pas de problème. Notre souhait aussi, ça peut être ça, puisque si nous battons un seul candidat, ça nous fera toujours aussi plus plaisir. Mais nous savons, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une possibilité impossible. De voir tous ces gens qui pratiquement courent derrière les postes présidentiels, tous ces gens qui ont envie injustifiée de gérer le Congo, c'est faire des concessions. Mais le Congo n'appartient pas à la majorité présidentielle. Non, je ne refuse pas. Je suis d'accord. C'est pour cela que nous sommes dans ce jeu politique qui est pratiquement impulsé par le chef de l'État. C'est permettre à chacun de pouvoir ambitionner de diriger le pays. Mais quand vous venez en ordre dispersé, nous avons la possibilité de fustiger ça et de vous dire que tel que vous venez là, puisque vous avez vu les candidatures quand même entre nous, madame, vous n'êtes peut-être pas opérateur politique, mais en tant que journaliste avisé, vous savez faire l'examen de toutes ces candidatures et de voir les profils de tout un chacun. Savez-vous vraiment que les 26 candidatures sont des personnes qui
qui peuvent diriger le pays. Je n'ai pas un commentaire à faire là-dessus. Bon, les opposants ont un peu une avance quand même sur vous. C'est votre propre bilan de gestion et je pense que vous en êtes conscient. Et un bilan un peu convaincant ne joue-t-il pas en votre défaveur? Non, madame, je crois que ce que nous confirmons, nous ne le disons pas puisque nous avons le plaisir de le dire, mais nous le disons avec conviction. Nous avons fait ce que nous devrions faire, mais nous savons et nous sommes convaincus que nous n'avons pas rencontré les attentes de peuple, toutes les attentes du peuple congolais. Et vous savez, nous venions de très loin, pratiquement dans une fosse. Et il faut avouer que quand on remonte, on n'est pas toujours à la hauteur. Il faut d'abord atteindre la surface. Oui. Donc nous venons de très loin, le pays était pratiquement au bord de l'implosion. Nous savons que nous avons fait beaucoup et beaucoup encore reste à faire. Donc nous n'allons pas aujourd'hui avoir la prétention de confirmer à la face des Congolais que la majorité présidentielle pendant les 2 mandats a fait tout ce qui était attendu par le peuple congolais. Non, nous avons fait l'essentiel. Ceux qui viendront après, si ce n'est pas encore nous, ils feront encore. Mais l'essentiel c'est quoi? Certains pensent que l'essentiel c'est quoi? Largement non, négatif, le bilan est en notre faveur. Mais ceux qui ont visité les Congo, s'il vous plaît madame, je ne prends que le cas de l'opposition. Oui. Un des opposants plutôt de l'opposition est venu il n'y a pas longtemps, il a visité Kinshasa, mais peut-être qu'on ne vous a pas dit. Et les gens étaient dépaysés. Les messieurs étaient dépaysés. Puisque déjà à partir de l'aéroport, il n'a pas trouvé l'aéroport qu'il a laissé il y a 10 ans. On vous a dit ça, vous êtes de la presse, vous n'allez pas me le dire. Mais je préfère que dans votre commentaire, quand vous allez introduire cette émission, que vous puissiez aussi le dire. Mais les gens, quand ils sont arrivés sur l'avenue Lumumba, ils étaient dépaysés. Et sur Triomphal, également dépaysés. Les taxis jaunes aussi. Mais comment? Sur tous les plans. Sur tous les plans. Donc c'est vous dire qu'il y a beaucoup que nous avons fait. Sur le plan des infrastructures routières, hospitalières, écolières, scolaires, nous l'avions. Nous avons fait beaucoup de choses. Et je crois que le peuple congolais est attentif. Mais nous disons ceci, que sur base de ce que nous avons fait, qui est encore capable de faire plus que nous? Je crois que c'est la réponse à cette question. Non, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est la réponse à cette question qui est importante pour beaucoup. De savoir, voilà ce que la majorité présidentielle a fait jusqu'à cette date. Qu'est-ce qui reste à faire? Qui est encore capable de faire? Ne fût-ce que ce que nous avons fait pendant les 2 mandats. Vous n'avez pas réussi les sociales. Non. Les sociales, c'est encore relatif. Et l'économie, on n'en parle même pas. Non, madame. Madame, mais le point d'achèvement, nous l'avons atteint où? C'est avec le mandat de Joseph Kabila. Le cadre macroéconomique stable dont on a parlé dans ce pays, c'est avec Joseph Kabila. Madame, vous connaissez qu'il y a un temps où quelqu'un pouvait aller voir un téléviseur sur le marché, rentrer, faire 2, 3, 4 mois, et revenir acheter ce téléviseur avec je sais, le panier de la ménagère toujours ça c'est un adage, mais je crois que le social est pluriel. Puisque lorsque l'on a construit une école, c'est aussi du social. Je ne sais pas là où vous allez placer ça. Lorsque l'on a construit une infrastructure routière, une route, c'est aussi du social. Je ne sais pas ce que vous appelez social. Mais j'ai entendu dernièrement les gens parler d'un social direct et d'un social indirect. Mais ce qui est vrai que même ce qui est indirect finit par être direct. Donc je crois que le domaine d'investissement à travers le monde et dans toute économie est le plus important que le domaine de la liquidité. Je peux vous donner aujourd'hui l'argent, les Chinois le disent, mais lorsque je vous apprends à pêcher, je crois que je vous ai rendu un très bon service. Mais si aujourd'hui les Congolais pensent qu'on pouvait passer dans des familles distribuer l'argent, je crois que ce n'est pas ça. Mais je sais, oui, l'emploi. Il y a un sérieux problème. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit que nous avions depuis 2006 amorcé les 5 chantiers et l'emploi était là-dedans. Nous sommes arrivés en 2011 avec la révolution de la modernité, avec cette projection en 2030 de rendre ce pays émergent. Mais c'est une ambition. Mais devant ces ambitions qu'il faut réaliser, mais vous avez des obstacles. Et ces obstacles font qu'à un certain moment, on fait ce qu'on peut faire, mais on fait l'évaluation à la fin pour savoir qu'est-ce que nous étions assignés de faire, qu'est-ce que nous avions fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et pourquoi ça n'a pas été fait. Je crois que c'est dans ce sens-là où nous sommes dans une projection, au niveau de la majorité présidentielle avec le FCC, d'avoir ce 3e mandat, de nous faire cette évaluation et de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour les 2 prochains mandats avec la majorité présidentielle et permettre à ce que les Congolais nous fassent une évaluation convenable. Je crois que ce n'est pas facile et je vous ai dit que la réponse à cette question de dire qui peut encore faire ce que la majorité présidentielle a fait, qui peut encore faire mieux que,
La réponse à cette question, c'est celle-là qui est importante pour les Congolais. Ouais. Mais qui se rendent aujourd'hui. Mais ils se rendent aujourd'hui compte. Nous connaissons la réponse, madame. Ce n'est pas à savoir, c'est déjà connu. C'est-à-dire, on se rend compte que les Congolais se disent ouvertement que dans la classe politique actuelle congolaise, surtout dans l'opposition, il y a tellement beaucoup d'opportunistes que tous ceux qui les ont toujours chantés, tous ceux qui les ont critiqués toujours, ils se rendent compte que ce n'est pas facile. Madame, vous savez, c'est encore plus facile d'organiser une ville morte, c'est encore plus facile d'organiser une marche que de gérer un pays. Ceux qui hier organisaient des villes mortes, ce n'est pas un sujet tabou, c'est connu dans l'opinion. Ceux qui hier organisaient des marches ont été tentés d'aller aux affaires. Et depuis qu'ils sont aux affaires, fin 2015, ils ont fait quoi? Et fin 2016 plutôt. Ils ont de l'opposition qui sont venus dans la majorité. Il y a ceux de la majorité aussi qui ont quitté la majorité pour aller à l'opposition. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais la gestion n'est pas facile comme on le croit. Vous les politiciens, la vous gestion de la chose publique n'est pas facile. La population dans la farine. Non, on se rend compte que tous ces cris ailleurs. Il y a trop de confusion, vous dites une chose, vous faites autre chose. Non, non, nous faisons ce que nous croyons. Ces cris ailleurs, hier, sont aujourd'hui aux affaires. On se rend compte que ce n'est pas facile comme on croyait. Mais ce Dieudonné Mwenze, c'est un secret de polichinelle que Chadari fait l'apologie des injures. Hein. Si on t'injure, retourne la même injure, disait-il. Comment ferez-vous? Ceux qui m'a finger, yo pe finger. Donc, je ne sais même pas. Je ne peux pas le dire hein, par respect pour nos téléspectateurs. Hein. Monsieur Dieudonné Mwenze, dites-nous comment ferez-vous pour enlever cette tache qui nous colle à la peau? D'abord, je peux vous avouer que personnellement, je n'ai pas suivi. Il y a des vidéos qui sortent sur les réseaux sociaux comme pas possible. Je vous avoue personnellement que je n'ai jamais suivi ces propos de Chadari, qu'on attribue à Chadari. Puisque j'ai entendu qu'il aurait prononcé ça. Il aurait prononcé ça dans une des provinces. Mais personnellement, je n'ai pas été dans cette délégation et je n'avais jamais suivi cet élément. Vous avez quand même j'entends ça comme je l'entends maintenant. Mais personnellement, je n'ai jamais suivi ça. Mais je voudrais dire ceci. Mais si ça peut arriver que à une époque de l'histoire, quelqu'un, s'il vous plaît, quelqu'un aurait prononcé ce genre de paroles. Mais vous pensez que ceux qui sont avec lui sur la liste à la CENI sont plus mieux que lui? Ils n'ont jamais prononcé ça. Mais vous avez des vidéos, s'il vous plaît. Lui encore a prononcé, mais vous avez des vidéos, vous avez les images où les gens se sont battus. Vous connaissez les gens qui ont donné des coups de poing, qui ont blessé. Vous avez les images, vous voulez que je les cite? Mais les gens les suivent. Mais ce ne sont pas des exemples quand même. S'il vous plaît. Mais vous aujourd'hui, s'il devenait président de la République, quand même, quel exemple à suivre? Vous connaissez les gens qui ont fait pire que ça, même jusque dans la vie privée des personnes. Mais vous voulez qu'on dise quoi? On doit comprendre ça. Non, 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 je ne justifie pas ça par cela. Mais je dis simplement que chaque personne a ses faiblesses. Si cela, ça peut s'avérer être une vérité. Mais ceux qui sont sur la liste avec lui ne sont pas plus blancs comme neige que lui. Si nous allons dans ces détails, ils sont très noirs. À la majorité, vous avez quand même l'injure facile, hein, comme vous prononcez. Mais j'ai fait l'émission avec vous depuis le début. J'ai déjà injurié. Non, j'ai dit la majorité. Oui, je n'ai pas dit la majorité. Moi, je suis l'exemple de la majorité puisque je suis devant vous. Il y a un ministre qui nous a insultés, quand même, nous journalistes, que nous étions de moins guerriers, je veux dire, des misérables. Et puis il y a Yves Kissombe qui a insulté autrefois les journalistes quand même. Sur cette polémique. C'est toujours la majorité. Je ne reviens pas sur cette polémique, mais je voudrais vous dire ceci. Mais pourquoi pour ça? Quel exemple à suivre quand même? Pour ce qui concerne la presse, c'est vrai que si ces propos ont été prononcés par le ministre Tambwe, il faut les condamner. J'ai entendu que c'était des propos méprisants par rapport à la presse. Oui. Mais il faut aussi avouer que votre réaction n'a pas été aussi tendre vis-à-vis du gouvernement de la République. Rappelez-vous ce qu'a dit votre président de l'UNPC. Il a dit quoi? Il a dit tous les ministres sont des corrompus, tous les ministres se corrompent tous les jours. D'ailleurs, ça c'était général. Et c'est passé sur les ondes de la radio, localement. Toute action, une réaction. Oui, mais vous pensez que c'est bon? Vous pensez que c'est bon? Mais ce n'est pas bon. Mais vous revenez alors sur le cas de ce que vous avez évoqué avec moi. Non, puisqu'il a dit bien sûr que non, toute action, une réaction, c'est par rapport à vous. C'est vous l'exemple quand même, parce que c'est vous qui Non, mais s'il vous plaît, madame. Il faut quand même montrer l'exemple. Vous dites pour votre gouvernement, vous confirmez que les ministres corrompent tous les jours. Et les ministres sont les plus corrompus tous les jours. Vous pensez que ça... C'est une insulte. Mais c'est une insulte, ce n'est pas une insulte.
Ah madame, ce n'est pas une insulte. Heureusement que je ne prononce pas ça à l'endroit de qui que ce soit. Non, je crois que c'est dénigrant, mais c'est trop dégradant pour un gouvernement de la République. Je crois que cette réaction n'a pas été bonne. Et lorsque l'on demande à un ministre de retirer ses paroles, on doit le faire avec tendresse, avec de mots responsables. Je ne parle pas de la tendresse dans le sens figuré, je parle avec des mots responsables et que l'on ne peut pas répondre à des injures par d'autres injures. Ah, soit. Non, c'est mon éducation. Je pense que c'est comme ça. Oui, c'est une question d'éducation aussi, hein, franchement. Mais que diriez-vous à ceux qui pensent que le choix de Shadary est un choix de loyauté envers Joseph Kabila? Oui, tout naturellement. Vous savez, nous sommes en politique et l'élément le plus important en dehors de la compétence, c'est aussi la loyauté. Vous pouvez être incompétent lorsque vous n'êtes pas loyal, mais le choix ne peut pas être porté sur vous. Donc, ce sont les deux attributs importants qui ont permis à ce que Shadary soit là où il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en dehors de sa compétence en tant qu'acteur politique majeur de la majorité présidentielle et du FCC, il a également un atout important, c'est la loyauté vis-à-vis du chef. Et si cela s'est confirmé, ça c'est important. Si cela s'est confirmé vraiment, donc cette loyauté ne ferait pas de Shadary une marionnette au sommet de l'État. Non, lorsqu'on est loyal, vous pensez qu'on est marionnette. On n'est pas marionnette. Mais le danger, on va continuer à servir son chef. Hein, non. Loyal dans le sens, c'est pas dans le sens de servir le chef. Puisque si le chef avait besoin de service, il se serait représenté. Puisqu'à ce moment-là, il pouvait bien gérer lui-même. Mais lorsqu'il s'efface d'abord au profit de Manuel Shadary, ça veut dire que le chef ne tient pas compte de ses propres intérêts. Mais comment voulez-vous que Shadary vienne pour servir Joseph Kabila? Il vient pour servir le Congo. Mais nous sommes dans la continuité du programme qui a été établi par le FCC et qui vient avoir comme sous-bassement le programme de la majorité présidentielle. Nous n'allons pas nous écarter de cette logique. Donc nous sommes dans la même continuité puisque c'est un programme. Et Shadary a été désigné sur base de ce programme du FCC et vous savez, la charte du FCC le dit clairement. Donc ça sera une continuité en termes du programme qui doit être réalisé. Il va pas obéir aux ordres de Joseph Kabila, même après. Hein, il va quand même, bon, je sais pas. Hein, et si le chef de l'État disait non, ça, peut-être pour protéger ses intérêts, il va le faire quand même. Disons les choses clairement. Joseph Kabila, comme il est loyal. Oui, Joseph Kabila reste autorité morale du FCC et de la majorité présidentielle. Joseph Kabila, c'est celui qui désigne Shadary aujourd'hui comme candidat président. Vous pensez que Shadary va travailler en électron libre? Non, ce n'est pas normal. Ça s'est dit, ça s'est fait partout. Ce n'est pas simplement une particularité pour le Congo. Ça s'est fait partout. C'est-à-dire que c'est pratiquement... on a vu ce cas en Angola. Il y a Eduardo Santos qui a... Oui, mais vous trouvez que c'est un exemple qu'il faut prendre? Mais après... C'est un exemple qu'il faut prendre. Vous voyez ce qui s'est passé? Non, c'est une déception. Il s'est détourné. Une déception en Angola. Ça ne sera pas le cas avec Emmanuel Shadary. Après une année, 2 ans, 3 ans. C'est ce que j'ai dit, que cette déception, nous devons l'éviter. Et même le choix a tenu, notre choix a tenu compte de ça. Le chef de l'État ne l'a pas fait au hasard. Je crois que l'exemple de l'Angola, ce n'est pas un exemple isolé. Vous avez également l'exemple de la Zambie, où lorsque Chiluba cède sa place à Levi Mwanawasa, et lorsqu'il rentre, la première personne à liquider, c'est Chiluba. Et je crois que vous avez l'exemple. Mais en Angola, la même chose. Eduardo est parti, Lourenço arrive. Nous connaissons les actes de Lourenço vis-à-vis des intérêts de l'ancien président. Je crois que ce ne sont pas des exemples à copier. Et nous disons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que Shadary a 2 atouts importants qui ont milité à sa désignation. C'est d'abord la compétence sur base de son cursus politique important et même intellectuel, mais c'est aussi la loyauté. Et nous pensons, nous sommes convaincus, je ne suis pas Dieu pour deviner, et surtout dans le futur le plus lointain, mais je pense qu'il va rester dans son élan de loyauté de tous les jours légendaire qui l'a toujours caractérisé pour qu'il reste dans la logique du FCC, de la majorité présidentielle et de son autorité morale. Nous allons à présent passer à notre première rubrique, la Libre Info, et nous reviendrons juste après. Certains qui nous ont interrogés à ce sujet saluent l'acte posé par les présidents de la République, celui d'avoir honoré sa promesse du respect de la Constitution. Je dis ceci, mes impressions sont bonnes. Le fait que c'est ce que tout le monde entend pour les présidents de la République. Il a quand même montré sa bonne foi de présenter un dauphin. Maintenant, quant à nous, la population, les votants, à nous d'apprécier
maintenant les projets des sociétés de Ramazan de Chadari. Maintenant, pour les restes, moi je vois qu'il n'y a pas de débat. C'est ce qu'on entendait tout le monde. Quant à moi, c'est bien. C'est que Congolais, mon souhait, c'était l'alternative. Que le président Kabila n'est pas postulé, il a donné son dauphin, c'est bien. C'est bien pour les élections. D'autres qui nous parlent d'un mauvais choix, car l'opposition va remporter les élections du 23 décembre à tous les niveaux. D'abord, premièrement, nous sommes choqués. Pourquoi faire sortir le dauphin le dernier jour du dépôt de la candidature? Ça montre que la majorité présidentielle avait peur. Nous, de l'opposition, nous avons déjà nos candidats, ils ont déjà déposé leur candidature. Pour le moment, nous disons au dauphin du président Kabila que l'opposition va les battre. Nous avons nos candidats, partons aux élections le 23 décembre. Nous sommes prêts, on n'a pas peur. Le peuple va choisir son nouveau président de la République et nous sommes prêts. Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats, mais je sais que l'opposition va gagner, va rapporter les élections. Pour rappel, Emmanuel Ramazani Chadari est membre du Front commun pour le Congo, coalition formée autour du président Joseph Kabila. De retour sur ce plateau, Monsieur Dieudonné Moïse Chadari est victime des sanctions internationales. Son choix n'est pas un risque pour le FCC et Joseph Kabila? Non, d'abord il faut dire les choses clairement. J'ai entendu ce commentaire dans la presse et même dans... Parce qu'il a une interdiction, il a une interdiction de voyage, des transactions avec les Occidentaux. Comment pourrait-il engager le pays? J'ai entendu ce débat, s'il vous plaît, madame. J'ai entendu ce débat, mais moi je pense que la République démocratique du Congo est un pays souverain et que lorsque nous allons jeter un coup d'œil dans nos lois du pays et même dans la Constitution, nulle part où il est dit que lorsque vous êtes frappé par les sanctions internationales, vous ne devez pas être candidat président de la République. Parce qu'il y a une opinion qui pensait comme ça, que non, comment il peut être candidat alors qu'il est sanctionné. Et ces sanctions, je crois que sur ces sanctions, nous avons un débat là-dessus et nous avons une opinion, une appréciation personnelle. Il s'agit réellement des sanctions arbitraires, nous l'avons toujours dit, et des sanctions même injustes. C'est-à-dire, vous ciblez les gens, vous les sanctionnez, vous ne les avez pas entendus, ils n'ont aucun moyen de défense et vous pensez que vous êtes maître du monde, vous pouvez choisir n'importe qui et les sanctionner. Aujourd'hui, c'est peut-être Chadari, on parle de Chadari, mais demain ça peut être Nicole, les gens apprendront que quelque part, Madame Nicole a accordé et a reçu une interview de M. Mwenze, il faut les sanctionner, on vous sanctionnera également. Donc ça, il s'agit des sanctions injustes, puisque quelles sont les raisons qui ont milité à cette sanction? Pas seulement pour tout le monde, je parle de la sanction vis-à-vis de l'actuel candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Ramazani Chadari. C'est quoi? On a parlé de cette histoire qui s'est passée au centre du pays, dans le Kasaï. Mais rappelez-vous, rappelez-vous que l'histoire de Kamwina Sapou, quand ça a commencé, Chadari n'était pas encore au gouvernement. Rappelez-vous, c'était encore avec le gouvernement je crois, de Matata. Et Chadari n'était pas encore au gouvernement, il était au Parlement. Et quand l'histoire a commencé, il a fallu la présence de Chadari au gouvernement pour mater cette histoire et remettre le calme dans le centre du pays. Et je crois que Chadari doit avoir comme atout, doit avoir comme bénéfice de son action le fait que lui a ramené le calme dans les deux Kasaï. Je crois que c'est ça qu'on doit lui reconnaître. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on dise que non, puisqu'il y a eu des problèmes sur le plan sécuritaire, sur le plan interne du pays, que tout celui qui est ministre de l'Intérieur doit être sanctionné? Si c'est cela la logique que je peux accepter, je me dirais que lui est passé ministre de l'Intérieur et que pendant ce temps, il a trouvé qu'il y avait des problèmes au Kasaï. Et là, c'est injuste. Mais ça ne peut pas être ça la raison normale. Mais lui est venu trouver les problèmes déjà dans le Kasaï et il ne peut pas être sanctionné pour ça. Mais qu'est-ce que l'on peut faire de lui, puisqu'avant de partir, il a laissé le calme dans le Kasaï? Pour ça aussi, on ne peut pas le sanctionner positivement. Je crois que ce qu'on devait faire, c'est le sanctionner positivement pour le fait qu'il a ramené le calme dans le Kasaï. Alors maintenant, non, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. C'est notre candidat. Et s'il passait, il va être libre de tout mouvement comme président de la République d'un pays souverain. Non, ces sanctions sont éternelles. Vous pensez?
Ces sanctions ne sont pas éternelles. Alors, ce sont des sanctions circonstancielles qui sont liées à un certain climat politique où il y a les intérêts des uns et des autres. Et lorsque nous allons boucler l'étape du processus électoral, je crois que le pays va s'assumer comme pays indépendant et souverain. Alors on compte 2 candidats du FCC, bon. Non, à la présidence, c'est le candidat. Non, madame, je crois que, s'il vous plaît, c'est une précision. Je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons un seul candidat du FCC. Mais il s'est fait qu'il y a quelques membres. Il est de la majorité, mais il n'est pas majorité. C'est ce que j'ai dit. Non, ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend pas de lui. Sinon, moi aussi, un jour, je peux me réveiller et dire je deviens journaliste. Ça ne dépend pas de vous. Ça dépend d'un comportement que vous affichez vis-à-vis des sociétaires et vis-à-vis de votre famille politique. Donc, c'est que nous savons qu'il a été avec nous, certes, à la majorité présidentielle et au FCC, mais il n'a pas respecté la charte du FCC. Ne voyez-vous pas que les voix risquent-elles de se disperser? Il faut rappeler. La charte du FCC dit ceci, que tous les membres du FCC... Mais il avait signé, non? Il était là. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais qu'est-ce que ça dit lorsqu'on viole un texte des sociétaires? On s'exclut automatiquement. Que dit la charte? La charte dit, nous sommes membres sociétaires du FCC et nous allons respecter la candidature qui sera désignée par le FCC. Mais on se rend compte que avant même cette désignation de la candidature, quelqu'un membre du FCC et signataire de surcroît fait le contraire de ce qui est prévu dans la charte. Vous pensez qu'il peut continuer à être membre? Il n'est plus membre. Mais vos voix ne risquent-elles pas de se disperser entre les deux? Vous êtes sûr? Qu'est-ce qui parle? C'est dispersé comment? C'est dispersé parce que peut-être lui s'est dit parce que au sein de votre famille politique là, il y a ceux qui contestent quand même les choix de Chadari, hein? Oui, il y a de ceux-là. Ils vont les donner leur voix. Je sais que vous êtes de la presse, vous avez vos techniques et vous avez aussi vos informations. Peut-être que vous voulez savoir la vérité. Je sais que ce sont vos techniques d'interview. Donc la vérité, c'est que à la majorité présidentielle, il y avait beaucoup d'ambition. On ne peut pas se le cacher. Mais nous nous sommes engagés pour que tous les ambitieux puissent se maîtriser, puissent gérer, dominer leurs ambitions. Je crois que c'est ce qui s'est fait depuis hier. Et après le choix, tout le monde a compris que malgré les ambitions, je peux les taire, mes ambitions à moi, je peux les taire et privilégier les ambitions de la famille. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes face aux ambitions de la famille. Mais ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas aller ensemble avec la famille dans le cadre de l'expression de ces ambitions, ils ont le droit de faire route seuls. Et c'est le cas de la personne que vous citez. Oui, donc, mais il y a de ceux-là aussi. Peut-être que si vous n'avez pas gardé le suspense longtemps, peut-être si le chef de l'État s'était prononcé avant... Le 8 août, il pouvait y avoir plusieurs candidats. C'est ce que nous disons, il faut que les gens... C'est peut-être ça la raison. Non, c'est ce que nous disons, il faut que les gens emboîtent les pas au chef de l'État actuel, Joseph Kabila, et imitent le comportement modèle de Joseph Kabila. C'est-à-dire, lorsqu'on a pris un engagement, on a donné sa parole, on doit savoir respecter cette parole et cet engagement. Je crois que tous ces gens dont vous parlez, ce sont des gens qui se sont engagés. Non, ce sont des gens qui se sont engagés, ils doivent être respectueux de leurs paroles. Et nous, ça ne nous fait rien. Je vous rassure, madame, que toutes les voix du FCC vont être canalisées. Oui, mais c'est tout à fait normal, ça se voit. Lorsqu'on fait un autre choix qu'en dehors de celui qui a été fait par le chef de l'État, on n'est pas loyal. Mais on ne discute pas. Vous ne discutez pas même le choix. Mais vous avez entendu beaucoup de rencontres à Kingakati et même sur place dans la ville. Donc toutes ces rencontres, ce n'était pas pour se regarder dans les yeux simplement, c'était pour des discussions âpres. Ces discussions que vous ne trouverez nulle part, où vous avez des présidents des partis politiques qui ont déjà fait 20 ans, 30 ans. Mais ici, il s'agissait... Et ils étaient tous d'accord Oui, ils étaient d'accord puisque c'est ce que je vous ai dit. Chacun a ses intérêts politiques à défendre. Chacun a ses ambitions à défendre. Mais lorsqu'il y a une ambition qui a été exprimée et désignée par l'autorité morale, les gens ont la possibilité de pouvoir accepter. C'est ce que je vous dis. Ce n'est pas un débat facile. Mais je vous rassure en terminant, et puisque vous m'avez beaucoup interrompu, que les voix du FCC, l'électorat du FCC va être canalisé vers l'unique personne, c'est la personne d'Emmanuel Ramazani Shadari, pas vers quelqu'un d'autre. Les gens vont aller en solo, ils vont avoir leur électorat, ils vont faire leur aventure et d'ici fin décembre, nous allons tirer les conclusions de cette aventure. Ah oui, Dieudonné Moïse, est-ce que quelque chose pourrait changer au pays si Shadari est élu président de la République?
Oui, mais beaucoup de choses vont changer. Je vous ai dit que nous allons être dans la continuité d'abord de la reconstruction de ce pays. Là où nous avons arrêté depuis un temps, Chadari va continuer. Mais dans la continuité, l'échec de votre gestion est parlant. Non, j'ai dit ceci, c'est ce que moi j'ai dit. C'est-à-dire que nous allons être dans la logique où là où nous n'avons pas fait quoi que ce soit, Chadari viendra faire. Là où nous avons fait un peu, pas beaucoup, Chadari va venir continuer. Là où nous avons déjà fait encore mieux, il va venir améliorer davantage. C'est ce que j'ai dit, la continuité. Donc nous sommes dans la stratégie de pouvoir permettre à ce que l'actuel candidat puisse répondre le plus possible aux attentes de la population. Vous m'avez parlé tout à l'heure du social, où vous dites que c'est vrai que lorsque l'on parle des infrastructures routières ou scolaires, c'est du social, mais quelqu'un d'autre a parlé d'un social indirect. Mais je vous dis que si vous dites qu'il faut par exemple augmenter les salaires des travailleurs, c'est ce que les gens disent, que c'est ça le social, puisqu'on ne peut augmenter les salaires qu'avec des revenus. Il faut améliorer d'abord le budget de la nation. Chadari va être devant ce front, c'est-à-dire qu'il doit d'abord en amont améliorer le budget qui aujourd'hui tourne en recette propre autour de 4 milliards d'US de dollars américains pour aller par exemple à 10 milliards de dollars ou à 15 à 20 et ainsi par ricochet améliorer le social en termes de salaire. Parce qu'il y a des ceux-là qui pensent que ça ne sert à rien. Il y a des ceux-là qui pensent que ça ne sert à rien de poursuivre dans la continuité. C'est ce que je vous dis, ça ne sert à rien de poursuivre dans la continuité. De quelle manière? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous sommes dans la logique, comme je vous ai dit, d'une réponse à une question. La majorité a fait quoi et qu'est-ce que les autres sont capables de faire? C'est que la majorité n'a pas fait, c'est ce que Chadari va continuer. Il va continuer à faire, il va améliorer davantage. Mais le peuple n'a pas besoin de connaître une erreur pour qu'un jour il puisse regretter cette erreur. C'est ça le problème. Et commettre l'erreur, c'est faire quoi? C'est désigner un Satan que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît déjà mieux comme Satan. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je voudrais dire? C'est entre guillemets, c'est une métaphore que j'utilise, il n'y a pas de Satan au Congo. C'est dire simplement que les mauvais gestionnaires sont connus, puisque le test dans la majorité, ils sont connus. Ils peuvent être partout, mais c'est un problème de sélection. Mais nous pensons qu'ils sont plus à la majorité les bons qu'à l'opposition. Parce que vous êtes de la majorité, c'est normal que vous puissiez dire ça. Nous avons eu peu de tests simples. Je vous donne un exemple. L'opposition n'a pas encore beaucoup géré, hein, sauf avec Chibala. Vous dites que non, les opposants qui sont là ne gèrent pas bien. Je crois que nous avons des exemples qu'on peut donner. Lorsque vous vendez simplement les cartes des membres, ça vous rapporte quelque peu d'argent simplement. Vous vous chamaillez pour ça. Vous croyez que vous allez gérer le trésor public. C'est un exemple. Je vous donne un autre, s'il vous plaît. Je vous donne un autre. Lorsque vous avez, s'il vous plaît, lorsque vous a donné un peu de moyens simplement pour les funérailles, vous vous chamaillez déjà pour ça. Vous pensez que vous pouvez gérer le trésor public. Non, il ne faut pas qu'on raconte les choses. Les mauvais sont dans l'opposition et la qualité est dans la majorité présidentielle. C'est toujours ça. Lorsque je veux recevoir un opposant, il viendra prêcher pour sa chapelle. Il viendra prêcher pour sa chapelle pour endormir la population, mais il ne dira pas la vérité. Qui croire alors? Non, il faut croire à ceux qui sont aux manettes, oui, à ceux qui font déjà des choses concrètes. Ok, monsieur Dieudonné Mwenze, autre chose, on n'a pas encore fini avec Moïse Katumbi. Hein. Ensemble a déposé une plainte à la Cour de cassation pour le retour de Moïse Katumbi. N'ont-ils pas raison au regard de l'accord de la Saint-Sylvestre? Non, mais l'accord de la Saint-Sylvestre ne prévoit pas une interjection de l'appel au niveau de la Cour de cassation. Ça d'abord c'est de 1, mais l'accord de la Saint-Sylvestre parle des mesures de décrispation. Oui, décrispation. Oui, mesures de décrispation. Politique et les retours des exilés. Oui, des exilés. Mais moi, la libération des prisonniers. S'il vous plaît. Politique. S'il vous plaît. J'ai dit toujours ceci. Moïse Katumbi, je crois qu'il est reproché de 3 choses. D'abord, la première des choses, c'est pratiquement une infraction de droit commun, la spoliation de la maison d'autrui. Et la deuxième chose, c'est le fait de voir autour de lui, en tant que gouverneur, une institution de la République, avoir des personnes étrangères qui font sa sécurité. Donc ça ne peut pas se justifier, cette histoire de mercenaires. Mais la troisième des choses, c'est le fait de détenir une autre nationalité concurrente à la nôtre, avec comme conséquence ne plus détenir la nationalité congolaise en vertu de l'article 10 de la Constitution, et pendant les 17 ans
des vies de M. Katumbi, c'est-à-dire entre 2000 et 2017, M. Katumbi ne détenait plus la nationalité congolaise au regard de la loi. Ce n'était pas un Italien là-bas. Le gouvernement italien, que Moïse n'avait pas cette nationalité italienne. Non, mais s'il vous plaît, madame. Mais ici, on dit le contraire. La vérité est venue d'où? La vérité est venue, pas du gouvernement congolais, mais du journal Afrique, du journal Jeune Afrique et du journal Reuters. Et là, il s'agit de vos confrères et vos consoeurs. Ce n'est pas le gouvernement congolais. Et lorsque son avocat Henri parle que non, on ne reconnaît pas. Non, il le dit, et d'ailleurs quand vous lisez la correspondance, lorsque vous lisez la correspondance, il a dit que c'était du n'importe quoi. Lorsque vous lisez la correspondance des responsables politiques italiens, ils ne disent pas non. C'est puisque la question avait été posée autrement. On voudrait savoir si Moïse Katumbi Tshapou est réellement italien. Mais dans les registres de l'état civil, ils n'ont pas Moïse Katumbi Tshapou. Ils ont un autre Moïse. C'est ça le problème. Et oui, mais c'est Soriano, vous connaissez. Donc là, il y a un Moïse Soriano. Donc c'est vous dire que nous sommes là devant une réalité. Et d'ailleurs, celui qui a rédigé la correspondance n'a pas dit non à la presse. Il a dit la presse peut avoir son exploitation. Mais à ce moment ici, nous n'avons pas la possibilité de vous donner la version de ce que nous pensons. Et aujourd'hui où nous parlons, il n'est plus dans la liste de l'état civil de l'Italie, puisque depuis 2017 au début, il a dû renoncer à cette nationalité et la demande vient après. Mais il est revenu ici, il est venu, bon, on l'a refusé accès à Moïse Katumbi, peut-être que c'était un danger pour vous de la majorité. Est-ce qu'il voulait accéder d'abord, sincèrement parlant? Est-ce qu'il voulait accéder à la République? Il était là, mais il fallait l'arrêter alors. Mais il s'est présenté, il a frappé devant votre porte, mais vous avez refusé. Vous avez refusé. Il est venu. Vous avez eu peur de Moïse Katumbi quand même, parce qu'il allait... Comme candidat quand même, il est venu, il est atterri en Ndola en Zambie. Il a fait son spectacle d'Ndola jusqu'à la frontière à Kasumbalesa. Oui, c'est un spectacle, puisque moi je n'ai pas vu Moïse venir à la DGM avec ses documents pour dire j'ai fait mes formalités. Moi je ne l'ai pas vu. Dites-moi, vous êtes de la presse, si vous... Mais l'agent de migration là à Zambie, il a remis à Moïse et puis toute son équipe les passeports congolais. C'était pas le passeport congolais. Mais on a vu les images quand même. Vous n'avez pas vu les images, monsieur Dieudonné Moïse, soyez sincère. Non, je suis sincère. Je voudrais être sincère aussi avec vous, avec vos téléspectateurs. Monsieur Moïse Katumbi qui a dit sur RFI qu'il a remis ses passeports. Je reprends ce qu'il a dit. Il dit j'ai remis mes passeports. C'est ce qu'il a dit. Ces passeports, je ne sais pas, il en a combien, avec quelle nationalité. Il a remis à la DGM de la Zambie. Il n'a pas remis à notre DGM. Puisque notre DGM a été débordé d'ailleurs par tous ces gens qui sont venus l'accueillir et qui voulaient... Oui, mais il avait un passeport zambien, il avait un passeport zambien, c'est peut-être ça que vous ne connaissez pas, il n'avait pas un passeport congolais. Rappelez-vous, vous êtes de la presse, madame, que son passeport congolais avait été retiré à Bruxelles. Il n'a plus ce passeport. Donc ce passeport qui a été qualifié comme falsifié. Mais qui dit la vérité alors? Mais la vérité c'est là, puisque c'est venu du gouvernement belge qui nous a dit le passeport a été saisi par le gouvernement belge puisque jugé falsifié. Donc aujourd'hui il n'a plus ce passeport. Aujourd'hui il n'a plus ce passeport. Il a d'autres passeports. Nous avons entendu parler de passeports zambiens puisqu'il était en Zambie. D'autres parlent des passeports israéliens. Mais c'est que nous connaissons qu'il avait des passeports puisque lui-même a dit j'ai mes passeports. J'ai remis mes passeports. Mais il n'est pas arrivé à la DGM de la République démocratique du Congo. Il a fait son spectacle avec ses 100% qui l'ont transporté. Il était du côté de Kasumbalesa. Puisque lorsqu'on parle de Kasumbalesa, les gens croient que c'est toujours la République démocratique. Non, il n'a même pas foulé le sol congolais. Il ne s'est même pas présenté à la DGM de la République démocratique du Congo. Il est resté à Kasumbalesa côté Zambie. C'est tout ce qu'il a fait. Après le soir, il est parti dormir dans son hôtel de Kitwe. Et finalement, le matin, il est allé à l'église pour prier. Bon, je ne sais pas, il priait qui et pourquoi il priait. Et après, nous avons appris qu'il est parti. Bon, je ne sais pas. Non, bon, c'est son Dieu, comme vous l'avez dit. Je le concède. Oui, pas notre Dieu à notre Dieu. Bon, un dauphin, c'est une bonne chose. C'est quand même un pas vers une bonne direction. Mais ce qui est plus important... J'aurais souhaité que des gens comme les Reinders, les gens comme les Louis Michel, les Herman Cohen et les Niki Haley puissent se prononcer clairement, y compris le CLC. Ce mouvement, s'il vous plaît, le CLC, ce mouvement politico-religieux, dit laïque,
doit se prononcer, puisque tous les jours il a eu beaucoup de préjugés. Monsieur Moïse, vous êtes catholique? Oui, bon, je suis protestant, mais je suis chrétien. Vous êtes chrétien. Donc je ne le dis pas puisqu'il s'agit des catholiques, je suis chrétien comme les catholiques, mais je suis protestant. Mais je pense que ce mouvement... Non, non, je le dis ouvertement. Non, les gens me connaissent. Les gens me connaissent. J'ai étudié dans des écoles catholiques. Non, j'ai étudié bien sûr dans les écoles catholiques, mais je suis protestant. Oui, non, non, ils sont libres. Ils sont libres. Mais ils sont libres, mais il faut savoir s'assumer. Lorsqu'on est un mouvement politique, il faut dire que nous sommes politiques. Mais il ne faut pas être à la fois politique et religieux et penser que vous êtes des laïcs. Bon, je disais que c'est un pas. Oui, vous avez dit qu'il y a un pas important vers un pas important, il faut le reconnaître. J'attends la déclaration de la Senko et j'attends la déclaration la bonne direction. Il faut qu'il se déclare pour féliciter Joseph Kabila pour avoir respecté la Constitution telle qu'il le disait. Il a respecté son mot. Monsieur Dieudonné Moïse, le plus important, c'est avoir des élections libres, crédibles, apaisées, transparentes. Est-ce qu'on peut vraiment espérer avoir ces... Il faut espérer. Le mercredi, Joseph Kabila a apporté un démenti sanglant. Je vais y revenir, je vais y revenir. Le mercredi dernier, je vais y revenir rapidement. Le mercredi dernier, Joseph Kabila a apporté un démenti sanglant là où les gens ne l'attendaient pas. Il va continuer à poser des actes dans le sens des démentis. Face au miroir, Dieudonné Moïse, si vous pouvez dire une phrase à la personne que vous étiez il y a 30 ans, que lui diriez-vous? Et ça sera tout de suite dans notre rubrique Seul face au miroir. Madame, il y a 30 ans, Dieudonné Moïse était encore plus jeune qu'aujourd'hui. Mais peut-être qu'il était encore plus beau que ce que moi je vois aujourd'hui à travers le miroir. Mais Dieudonné Moïse garde encore quelques traits de beauté et même de jeunesse. Mais Dieudonné Moïse à 20 ans, il y a 30 ans, c'était encore Dieudonné Moïse qui était passionné de la politique. Et aujourd'hui, Dieudonné Moïse doit se féliciter d'être acteur politique important, puisqu'il caressait toujours ses rêves quand il avait encore 20 ans et il venait de terminer ses humanités secondaires. Et il embrassait cette fois-là l'université. Mais Dieudonné Moïse, c'était ce monsieur qui pensait toujours qu'un jour, il va être un homme important dans la politique congolaise. Je crois que c'est ce qui arrive aujourd'hui et ça ne peut que faire ma fierté aujourd'hui, madame. Dernière question, brièvement, messieurs Dieudonné, les enlèvements avec des taxis jaunes continuent, hein, malgré... Ce phénomène est en train d'être endigué. Oui. Je crois qu'il faut féliciter les responsables de la police et reconnaître les efforts qui sont engagés dans ce domaine. Mais malgré que les taxis ne sont pas en jaune, identifiés par l'hôtel des villes, mais on continue toujours à enlever les... Ne termine jamais. Les infractions, il n'y a aucun pays où il n'y a pas d'infraction. Les infractions existent partout, mais ce qui est important, ce n'est pas de les constater, mais c'est de pouvoir les combattre avec des capacités nécessaires. Et ce qui est fait est dans le sens de combattre ce phénomène d'enlèvement avec les taxis communément appelés ketch. Et depuis que nous avons la couleur jaune sur ces taxis, je crois qu'il faut reconnaître que ce phénomène est devenu de plus en plus rare. C'est ce qui est important. Mais dire qu'il faut mettre un point final à ce genre de phénomène, alors que nous avons encore parmi nous des mauvais citoyens, des gens qui rêvent qu'ils ne peuvent vivre qu'en faisant du mal aux autres, il faut rêver encore davantage. Donc la police doit continuer à traquer ces gens jusqu'au bout. Nous sommes arrivés à la fin, mais notre question spéciale quand même, hein, si vous mourrez aujourd'hui, quelle image aimeriez-vous que l'on garde de vous? Si j'ai arrivé à mourir aujourd'hui. Mais madame, je vous dis que je ne peux pas quand même mourir aujourd'hui. Je sais que vous pouvez pas, mais si ça arrive. Ouais, je crois que c'est une probabilité improbable. Je crois que Dieu me donne encore la vie. Une probabilité improbable. Mais si aujourd'hui Dieudonné Moïse n'est plus, il y a beaucoup de choses, des souvenirs. Des bons souvenirs d'abord que le public va garder de Moïse. Cet acteur politique pratiquement qui a été une révélation de la première législature de la Troisième République. De moins en moins les gens en parlent, mais il y a ceux qui reconnaissent. Lorsque vous allez dans les annales de parlementaires de la législature de la première, de la Troisième République, entre 2006 et 2011, les témoignages sont là. Dieudonné Moïse était une révélation de ce Parlement. Et aujourd'hui, quand je passe partout, j'ai des félicitations et je crois de la reconnaissance, même de l'admiration de beaucoup. Les jours qu'ils apprendront que l'honorable Dieudonné Moïse n'est pas là, il y a des gens qui vont dire, mais enfin, ce monsieur qui a créé
qui a pratiquement créé des surprises pendant cette législature n'est plus. Mais aussi cet acteur politique partout où je passe et qui crée la différence. C'est-à-dire qu'il y a une autre manière de faire la politique. Et beaucoup de gens qui me connaissent savent qu'avec Dieudonné Moïse, c'est une autre manière de faire la politique. C'est l'intégrité, c'est l'honnêteté, c'est la franchise. Mais aussi la presse à laquelle vous appartenez va avoir un témoignage glorieux et honnête à pouvoir faire à mon endroit, notamment Madame Nicole. Et je crois que depuis que vous me connaissez, depuis que vous me connaissez, je crois que vous avez affaire à cet acteur politique franc, et cet acteur politique objectif, mais cet acteur politique qui est respectueux de la presse. Donc je crois que toutes les couches vont pleurer Dieudonné Moïse et se rendront compte qu'ils ont perdu. Monsieur Dieudonné Moïse, ça sera tout. Merci d'être venu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Eh bien, mesdames et messieurs, et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.